Le général américain qui commandait le camp de Guantanamo n'a pas répondu à la convocation de la justice française aujourd'hui comme l'espérait l'ancien détenu Nizar Sassi. Un problème de frein sur les Velov, J.C. Decaux a rappelé les modèles défectueux. Enfin, une BD pour parler du cancer présentée à l'hôpital Lyon-Sud. Déçu, non, parce qu'on savait pertinemment que le pourcentage de chances que le général Miller vienne à la convocation était peut-être de 5%. Sans surprise, le général Miller ne s'est pas rendu aujourd'hui à la convocation de la justice française. Celui qui a supervisé la prison de Guantanamo de novembre 2002 à avril 2004 devait être entendu suite à une plainte déposée par Mourad Benchelali et Nizar Sassi pour détention arbitraire et torture. Les deux Vénitiens qui ont passé 2 et 3 ans dans la base américaine. Il faut savoir que le général Miller venait sur le terrain vérifier de lui-même comment se déroulaient les interrogatoires ou l'incarcération. Il venait dans les cellules pour voir. Et il venait plusieurs fois. Humiliation, brimade, privation de sommeil, torture, Nizar Sassi aura lui-même subi ces mauvais traitements. Extradé en France en 2004, libéré en 2006, il a depuis refait sa vie, mais n'a rien oublié de son passage à Guantanamo. Cette plainte, c'est pour lui avant tout une manière de se réhabiliter lui-même, mais aussi de se réhabiliter vis-à-vis de sa famille. C'est dur à accepter, on était victime de ce système. On était peut-être au mauvais endroit au mauvais moment, mais on méritait en aucun cas d'être traité comme ça. La France est aujourd'hui le dernier pays où une procédure pénale est en cours sur les conditions de détention à Guantanamo. Nizar Sassi espère qu'elle pourra bientôt aboutir. Par tradition, on dessert le frein plusieurs fois, je dirais, pour utiliser le freinage. Et c'est peut-être dans des circonstances tout à fait exceptionnelles de gens qui bloqueraient tout de suite d'entrée le freinage, qui ferait que peut-être le freinage arrière aurait pu être déficient. Alerte sur les Velov, l'exploitant J.C. Decaux a constaté un problème de freinage sur certains modèles en service, notamment à Lyon. Le problème ayant été identifié par notre fournisseur, nous avons en plein accord avec lui établi un programme de rénovation et de réparation de ces 4600 vélos, dont seulement 250 Velov à Lyon. Et aucun risque aujourd'hui de tomber sur un vélo défectueux. Les vélos sont bloqués grâce à nos traçages de nos opérations de production et de maintenance, et ayant connaissance de l'identification du numéro de série des freins arrière concernés, on a pu, je dirais, bloquer et anticiper le blocage de ces 250 vélos en station, ce qui fait qu'ils ne sont pas proposés à la location. Donc il n'y a strictement aucun risque pour les usagers Velov qui peuvent utiliser les 4000 vélos en service, moins 250. Vous comparaissez pour un cancer du poumon. Avez-vous fumé ? Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? Bah non, je sais pas. Vous voulez que je dise quoi au juste ? Des bulles, des mots comme exutoire et au final c'est la naissance d'une BD, de l'air, qui paraît aujourd'hui. Dès qu'Elisabeth, soignée à l'hôpital Lyon-Sud, apprend sa maladie, le cancer du poumon, l'envie d'écrire pour raconter et partager son expérience est immédiate. C'était dès le départ, c'était pas à destination des autres, mais c'était écrire pour moi, pour extérioriser ce que je ressentais en fait. Les émotions, c'était trop pour moi et donc il fallait que je couche les choses sur le papier pour me faire du bien. Elle se rapproche de Séverine, psychologue en service de pneumologie, et Charlotte, art-thérapeute. Ensemble, pendant 8 mois, elles vont écrire le scénario de cette BD, dont les personnages seront ensuite dessinés par des étudiants de l'école Émile Cole. Du coup, on s'est imprégné du vécu d'Elisabeth, de son expérience, de son parcours de patiente, et on s'est imprégné aussi de tous les témoignages des patients qu'on rencontre quotidiennement dans le service, en hôpital de jour. Et on est parti un peu de ces histoires communes pour pouvoir créer cette BD et faire en sorte que ce soit un support qui parle aux gens et qui parle à leur famille et que ça leur permette un peu de renouer de la communication autour de la maladie. De l'air, c'est également un moyen d'en apprendre plus sur les traitements, l'hospitalisation et les acteurs du soin, toujours avec une touche d'humour et de légèreté. Dernière étape de notre série de reportages consacrés à l'Irak, à Al-Kosh, située à 45 km de Mossoul. Elle est l'une des dernières cités chrétiennes libres du pays. Face à elle s'étend la plaine de Ninive et derrière la brume, la ligne de front avec Daesh à une quinzaine de minutes. Certains sont partis vers les camps de réfugiés, mais beaucoup restent avec la peur de voir leur peuple disparaître entièrement.
Et ce qui est inquiétant, c'est l'avenir est toujours sombre et on est dans l'incertitude devant ce coup fatal que nous avons vécu et que nous vivons aussi toujours. Est-ce que notre existence réellement restera sur cette terre ou bien restera ancrée sur des papiers? Cette peur de l'avenir et cette peur de l'existence d'aujourd'hui, cette peur est réelle, oui, c'est une peur. Au centre de la ville, l'actuel monastère, aux allures de citadelle. Là, les autorités religieuses tentent de réconforter une population qui a le sentiment d'être abandonnée, sans presque aucune aide militaire et humanitaire. L'Irakien et l'homme en général a une valeur beaucoup plus importante que le pétrole. Et je m'adresse aussi à la conscience internationale, non seulement à les chrétiens dans le monde entier. Permettez-nous de vivre dans notre terre. Ne laissez pas ce pays ou les habitants de ce pays disparaître. Ne laissez pas tout simplement une civilisation entière disparaître. Aujourd'hui, environ 1000 familles vivent encore à Al-Qosh, sous la menace permanente de l'État islamique.